Petit débat, partage d'expérience autour de la question. Mes enfants, moi. C'est vraiment Mes étudiants utilisent ChatGPT pour rédiger leur TFE ou tout autre travaux. Que faire? Alors, pour parler de ceci, je prends ma petite note. Nous avons à nos côtés Laurence Leclerc, qui est technopédagogue au service e-learning de Elmo. Nous avons, voilà, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons également à notre côté Monsieur Ludovic Miser, qui est responsable du Centre de développement technopédagogique de la Haute École Vinci, diplômé du Master ingénieur pédagogie multimédia de formation obtenu à Lille, et également maître assistant en technopédagogie et numérique éducatif dans la formation des futurs enseignants S3. Oh. Nous avons également Monsieur Thomas Sautier, qui est coordinateur e-learning et fait partie du relais informatique de l'ENALUX. Et enfin, malheureusement, elle ne peut pas être là parmi nous parce que malheureusement, elle a le Covid, c'est Laurent Glebert. Laurent Glebert, qui est directrice des études à l'Institut des hautes études de communication sociale. On peut l'applaudir également. Hein. Même si elle ne peut pas être présente aujourd'hui, elle nous a fait le plaisir de réaliser une petite vidéo qui présente justement son expérience en regard de cette thématique. Donc, oui. Il y a un petit message. Ah ben voilà, ça c'est Jonathan. Et donc, je vous propose simplement une petite méthodologie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une présentation de la part de chaque intervenant qui durera 5-6 minutes, d'accord? Et on laissera un temps d'échange après chacune des présentations. On va augmenter le temps d'échange au fur et à mesure des présentations, de manière à ce que vous puissiez interagir davantage sur des éléments qui font écho par rapport à la première présentation ou la seconde, etc. Donc, on allonge le temps de débat au fur et à mesure des échanges. Est-ce que ça vous convient? Eh bien, c'est parfait alors. Je vous propose alors de commencer par Madame Laurence Leclerc, qui va nous faire l'honneur de commencer la présentation. Donc voilà. Oui, merci. Ce sont 3 personnes relèvent du projet commun. Tout à fait. Tout à fait. Bien, on m'entend comme ça. Je pense que c'est plus sûr. Bon, on va faire ce qu'on peut. Bien voilà, bonjour à tous. Ben, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu magique, donc d'où le thème graphique. Moi, je travaille au service e-learning de Elmo, et dans ce cadre-là, ben, j'ai beaucoup d'enseignants. Donc, je travaille dans un service qui est transversal, donc à tous les départements d'études. Donc, j'entends pas mal d'avis, de commentaires sur l'intelligence artificielle. Et donc ici, j'ai recontacté une petite dizaine de collègues pour un petit peu avoir leur avis sur ce qu'ils pensent de ça, quoi. Donc, les avis pour et contre. Alors, on ne va pas refaire la petite joute d'hier, mais enfin, quand même, j'ai relevé, grâce à leur témoignage, donc des arguments pour et contre, des arguments de terrain, donc. Et donc, dans les pour, bah, évidemment, il y a l'accès à l'info rapide, le gain de temps, donc. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir des informations sur un large éventail de sujets très, très rapidement. Donc, c'est attractif. On peut s'en servir donc pour générer des idées, donc c'est pour rédiger des choses, pour fournir des suggestions, des exemples et des choses comme ça. L'IA, donc ChatGPT, va être... mon petit lien ne marche pas, mais si voilà, va nous préparer aussi à augmenter nos compétences pour le futur, des compétences donc numériques et technologiques. Ça va nous permettre d'améliorer notre productivité. On va pouvoir organiser plus facilement nos idées, structurer nos travaux. Et encore dernier argument pour, c'est un apprentissage personnalisé. Donc, on va pouvoir interroger ChatGPT sur des concepts bien précis, avoir des réponses pour nous appropriées à ce qu'on lui a demandé. Dans les arguments contre, en position évidemment le plagiat, parce qu'il peut entraîner donc des conséquences disciplinaires. ChatGPT peut malheureusement amener de la désinformation. Tout ce qu'il raconte n'est pas juste. Donc là, voilà, il faut faire attention. On peut souffrir d'une dépendance technologique. Donc, si on utilise trop souvent cet outil-là, ça peut être au détriment du développement de compétences cognitives.
Alors, ChatGPT réduit l'interaction humaine. Donc ça nuit aux compétences de communication, de collaboration, de discussion. On a aussi perte de compétences de recherche, de rédaction et de réflexion critique. Et bon, dernier argument, c'est l'éthique et la responsabilité. Voilà, peut ne pas respecter donc la confidentialité des données personnelles et ça peut manipuler l'opinion publique. Donc, à la lumière de ces arguments-là, on se dit oui, mais donc moi, si mes étudiants utilisent ChatGPT pour rédiger leur TFE ou tout autre travail, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, surtout, je me dis, ne faisons pas l'autruche. On voit que l'outil est là. Les étudiants s'en emparent, ça y est. Et donc, on ne peut pas nier la problématique. Ici, moi, je vais prendre une direction. Et donc, je vais vous dire qu'on va plutôt devoir penser avec plutôt qu'aller contre. Donc, se focaliser sur la manière d'utiliser l'IA plutôt que comment elle ne doit pas être utilisée. Voilà. Alors ici, ce sont vraiment quelques pistes. On est au 2e jour de l'école d'automne, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Ici, voilà, c'est encore 4 points qu'on a peut-être déjà évoqués hier. Mais donc, soulever en amont donc de la rédaction des TFE, c'est soulever le problème de l'éthique et de l'intégrité académique. Alors nous, à Elmo, c'est une toute petite ligne voilà, dans le règlement des études, en cas de suspicion de fraude, et donc il y a une petite phrase, si on voit qu'on a utilisé un outil d'intelligence artificielle, on peut risquer une sanction disciplinaire. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est rappeler aux étudiants la problématique et donc référer à un cadre légal. Voilà. Qui est ce qui est pour l'instant, j'en parlerai tout de suite plus tard. Voilà. On peut fournir aux étudiants des conseils d'utilisation, donner des consignes claires, qu'est-ce qu'on attend d'eux et comment, donc les conseils d'utilisation, donc comment est-ce qu'ils peuvent intégrer l'usage de l'IA dans leur travail. Voilà, donc par exemple, ça peut aider à l'idéation. Ils peuvent s'en servir pour, déjà pour avoir le sujet même de leur travail de fin d'études ou un autre sujet. Les aider dans pour faire leur plan de présentation, etc. etc. Ça peut aider à la rédaction, rédiger un texte, mais voilà, donner des premières idées aussi, et aider à la compréhension, donc pouvoir préciser un sujet. Ce qu'on peut faire aussi, donc toujours pour penser avec, pour l'intégrer finalement, c'est l'intégrer, voilà, c'est l'intégrer nous-mêmes dans nos cours. L'enseignant aussi peut s'en servir pour préparer ses propres cours, peut s'en servir pour créer, pour corriger, pour générer des choses, et ça peut aider, on peut s'en servir pour nous aider à créer des évaluations. Ici, j'ai quelques petits exemples voilà, d'une collègue qui s'en est servie, par exemple, pour résumer un livre. Donc, elle a tapé peux-tu résumer le livre de telle personne et me donner une liste de 10 enseignements. Voilà. On peut s'en servir pour donc créer des questions. Ici, ce sont des questions ouvertes, donc des questions d'évaluation. Voilà. On peut s'en servir aussi pour créer une grille d'évaluation. Et donc, de nouveau, penser avec plutôt que contre. Je le disais dans les freins, dans les éléments contre, mais donc, voyons-le positivement, il faut redynamiser les interactions humaines entre enseignants et étudiants ou entre étudiants eux-mêmes, donc accompagner, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais ici, s'assurer que les travaux, finalement, reflètent la compréhension, les compétences, les idées authentiques des étudiants. Je vais reprendre 2 petites réflexions de Dominique Verpoorten hier. Donc, quelles compétences veut-on vérifier à travers le travail demandé? Et quelle est la valeur ajoutée de l'étudiant si on lui permet d'utiliser ChatGPT? Donc, gardons ça en tête. Et alors ici, de nouveau, une petite source
de Simon Duguay. Donc, je ne l'ai pas refaite, hein, je partage sa source. Donc, c'est un enseignant du Québec. Et donc, lui qui propose donc, des idées d'évaluation à l'abri de l'IA. Donc, par exemple, voilà, les outils comme ChatGPT ne peuvent générer des graphiques, des schémas. Donc, on pourrait imaginer faire un réseau de concepts sur un thème donné, créer ou annoter une carte ou une ligne du temps. Voilà, je veux bien balayer, mais je n'ai que 5 minutes. Donc, j'avance. Alors, oui, mais c'est vrai que faire tout ça, avoir des idées, c'est bien beau, mais on est souvent seul, en fait, en tant qu'enseignant dans sa classe face à la problématique. Nous n'avons pas de baguette magique à Elmo, mais on commence à mener des actions concrètes. Et donc, notamment, on s'imprègne. Donc, on a créé un groupe de travail l'année dernière. On ne s'est vu peut-être que 2 fois, mais dans ce groupe de travail, on lit beaucoup de choses et on transmet, voilà, comme sous cette forme de Pechakucha, de 5 minutes pour présenter un article qu'on a lu et le transmettre à ses collègues, donc pour amener le débat, la réflexion. Alors, on sensibilise. Ça, en fait, on informe lors de conseils pédagogiques, des conseils de département, des réunions de cursus, etc. Ça ne ressemble pas à cette présentation-ci. C'est une collègue qui vient vraiment parler de ce que c'est l'IA, si on pourrait dire les arguments pour et contre, des choses comme ça. Mais voilà, c'est de se sensibiliser les directions et aussi les enseignants à ce sujet. On forme timidement, mais certains collègues se lancent dans des formations sur ChatGPT pour commencer. Et dans le cadre du plan de relance européen, donc voilà, on va organiser aussi une formation sur ce thème-là. On échange sous forme de café de l'intelligence artificielle, c'est tout nouveau. Et ça, c'est le bureau du numérique. Voilà, on a aussi un groupe de travail qui s'appelle le bureau du numérique, qui réfléchit à ces questions du numérique pédagogique. Et donc, ils vont organiser des cafés de l'IA, principalement pour faire un partage d'expérience. Donc, des collègues qui l'utilisent, qui vont voilà, échanger sur leurs pratiques. Et alors, on cherche aussi Elmo. Donc, il y a 2 chercheurs ici dans la salle. C'est Christiane Mathie, Vincent Rey, et il y a aussi Émilie Herwatz qui n'est pas là. Voilà. Et donc, leur question de recherche, je le glisse. Sous quelles conditions les outils d'intelligence artificielle peuvent-ils améliorer les compétences et les apprentissages des étudiants? Donc, voilà. On se réjouit. Alors, je voulais encore prendre un temps pour relier cette présentation au thème de l'école d'été qui se passe en automne, qui parle des compétences numériques de l'enseignant. Voilà, pour moi, et de nouveau, Dominique Verporton en a parlé, donc j'étais contente hier. Une des compétences clés qui manque le plus aux enseignants et aux étudiants, pour moi, c'est de savoir comment utiliser les prompts. En d'autres mots, apprendre à écrire ce que l'on veut obtenir. Et là, j'ai une petite expérience d'un de mes collègues qui, pour contextualiser, il a joué au bowling, il a gagné, il voulait un petit peu faire mousser ses camarades, et donc il voulait se faire un petit diplôme avec une photo de lui, etc., en champion. Et donc, il veut générer une image de lui, voilà, en champion de bowling. Donc, il s'est lancé dans Bing, je crois, en mettant directement son prompt, un homme vu de dos qui porte une boule de bowling au-dessus de sa tête. Voilà ce qu'il a obtenu. Il n'était pas du tout satisfait, donc il s'est relancé une deuxième fois. Il a fait un deuxième essai, champion de bowling, vu de dos, qui porte une boule de bowling en or, qui brille très fort, qu'il porte au-dessus de sa tête comme un trophée. C'était pas encore représentatif. Alors, ce qu'il a fait, il a utilisé ChatGPT pour lui demander de formuler le meilleur prompt possible, donc à injecter dans un autre logiciel d'intelligence artificielle pour générer à ce moment-là l'image. Et donc là, on a un super prompt. Voilà, je ne vais pas lire en entier, mais créer une image mettant en scène un homme chauve, vu de dos, debout, dans une agora bondée. L'homme tient au-dessus de sa tête une boule de bowling en or brillant. Il est vêtu d'un costume noir élégant avec des chaussures de couleur dorée.
Voilà, la foule qui l'entoure est en liesse, brandissant des pancartes, etc. Et donc voilà, on y est. Il a son image, il est fier, il a fait son petit sortie diplôme. Voilà. Il a atteint son objectif, mais donc il a demandé à ChatGPT de générer un prompt, le meilleur prompt possible, qu'il puisse l'injecter donc dans un logiciel de génération d'images. Voilà, je crois que c'est Bing qui l'a utilisé. Voilà, je terminerai par dire, vous n'allez pas être remplacé par l'IA, vous allez être remplacé par quelqu'un qui connaît l'IA. Ce n'est pas de moi, c'est de Fei-Li. Et donc, voilà, je trouve que c'est inspirant. Poignons dedans. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Du coup, maintenant, je cède la parole au public. Si vous avez envie d'intervenir, une question, une réaction, c'est le moment, c'est l'instant, que ce soit à distance ou que ce soit ici en présentiel. Oui, j'arrive. Hop. Le petit côté pratico-pratique, c'est que je dois me balader avec le micro. Merci. Moi, c'est juste une réflexion par rapport à un exemple que tu as donné sur le fait de résumer un livre. Je crois qu'à ce stade-ci, je n'oserais pas demander à l'outil de résumer un livre sans l'avoir lu moi-même, parce que le résultat, on ne sait pas le valider. Et je pense que ça, c'est à peu près vrai pour beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Il faut qu'on soit capable, après, quand même, de valider, de mettre notre petite surcouche d'humain, avec doté de certaines connaissances, un peu d'intelligence aussi. Voilà, c'est juste ma réflexion du matin. Oui, pas de souci. Ah, elle n'entend pas. Oui. Donc, la personne qui est à distance peut effectivement poser sa question. Donc Arnaud peut allumer son micro et poser sa question à distance. Est-ce qu'Arnaud est là? En attendant qu'Arnaud revienne. Ah oui, il a un souci de micro. Continuons avec quelqu'un d'autre le temps qu'il règle. Ah mais alors, il y en a une qui a été posée. Tu veux que je la dise? Vas-y, Une qui a été posée à distance. Donc une question qui est posée à distance. Si en corrigeant une rédaction d'étudiants, on remet en doute le caractère personnel de la production, existe-t-il un moyen de voir si l'écrit vient en droite ligne de ChatGPT? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ouais. Je pourrais compléter avec ce qu'il disait hier. C'est une réflexion qu'on a eue évidemment chez nous à la Haute École aussi. Et malgré les promesses de Compilatio et d'autres qui nous promettent qu'ils vont développer des logiciels qui permettront ben non, il n'existe pas de possibilité de vérifier à 100% qu'un prompt est en fait repris texto le résultat d'un prompt est repris texto dans une production d'étudiants. Alors, ChatGPT a quand même, par défaut, quand on lui donne pas trop d'indications, un style très particulier, très reconnaissable. Mais dès qu'on lui demande d'écrire à la manière de, ben, c'est fichu. Donc non, il n'existe pas de solution miracle. Et donc oui, les productions comme ça, totalement extérieures, sur lesquelles on ne voit pas ce que l'étudiant fait, ben, ChatGPT n'est jamais qu'un super papa, une super maman ou un super prof particulier qui permettait déjà de faire ce genre de boulot. C'est cohérent avec Une autre intervention? Alors, il y a une question. Et que signifie « à la manière de » ? Alors, à la manière de, ben, on peut lui demander à ChatGPT, par exemple, d'écrire à la manière d'un élève de 16 ans avec des fautes de français, ou à la manière de Voltaire, ou en vieux français. Enfin, on peut bien se marrer, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir toute une série de choses. Et on peut même aller jusqu'à lui demander de sortir un résultat qui permettrait de générer une carte mentale dans un logiciel de carte mentale. Merci beaucoup.
Alors, Arnaud, je vous invite à allumer votre micro et à poser votre question. Voilà, en principe, mon micro est allumé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Arnaud. Je suis coordinateur des TFE dans une haute école sur Bruxelles. Moi, ce qui m'inquiète très fort, c'est que, étant sorti des études il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un TFE avant le Covid, en 2019-2020, je suis arrivé à reproduire presque l'intégralité de mon TFE en 2 jours grâce à ChatGPT. Donc, je m'inquiète très fort, moi, de cet outil. J'entends bien qu'il ne faut pas aller contre cet outil parce que, comme l'a dit l'intervenante précédente, ChatGPT est là et c'est une révolution et il y a plein d'avantages. Et c'est comme ce qu'est la calculatrice mathématique il y a plusieurs années. Donc, bien évidemment, il faut essayer d'aller vers cet outil. Ceci dit, je suis très préoccupé de tous les travaux qu'on pourrait demander aux étudiants parce que l'étudiant cherche à aller vers la loi du moindre effort, que lorsqu'on est enseignant, on essaye de faire en sorte que nos étudiants puissent acquérir des compétences et que ChatGPT est une manière de faire croire qu'on a acquis une compétence alors qu'on ne l'a pas acquise. Et donc, personnellement, moi, je ne pense pas qu'il soit encore cohérent de demander des travaux écrits à l'étudiant, d'autant plus que ChatGPT permet de reformuler tout ce qu'on veut, que les logiciels tels que Compilatio ne sont pas à même de pouvoir détecter un plagiat s'il provient de l'anglais et qu'il a été traduit par ChatGPT, par DeepL ou autre. Et donc, je ne pense pas qu'en 2023, ils sont encore raisonnable d'évaluer les compétences d'un étudiant par un travail écrit. On a donné alors l'intervenante précédente a dit oui, mais on pourrait leur faire demander de faire des graphiques. Mais non, puisque en générant un prompt sur ChatGPT et en mettant sur DALL-E, on peut tout à fait générer un graphique. Donc je ne pense pas que générer un graphique soit nécessaire. Demander des slides PowerPoint n'est pas une possibilité non plus, puisqu'il suffit de demander à ChatGPT de générer un prompt en Visual Basic et on peut l'injecter dans PowerPoint. Donc, moi, je veux bien qu'on me mette au défi de faire un travail en 48 heures et je défie quiconque de trouver qu'il y a un plagiat. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a une dernière réaction, peut-être avant de passer à la prochaine présentation? Oui, Brigitte. Moi, j'ai une réaction par rapport j'ai une réaction par rapport à ce qu'on peut imaginer de l'étudiant et de son investissement dans son travail de fin d'études. Quand on dit que tous les étudiants ont envie finalement peut-être de prendre le raccourci le plus intéressant pour eux, et ChatGPT en fait partie, je ne suis pas certaine que tous les étudiants rédigent leur TFE en se disant je vais utiliser la loi du moindre effort. C'est sur le fond, je pense qu'il y a quand même une partie non négligeable des étudiants, selon peut-être les sections, je ne sais pas, qui ont envie de développer une question de recherche ou un produit, chez nous, il peut y avoir des travaux qui mènent à des réalisations d'animés, voilà. Bien sûr qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle, mais sur le fond, ils ont quand même envie d'apprendre, pas juste réussir leur TFE. Voilà. Merci. Attends, Brigitte. De Dominique Verportenière qui notamment soulignait qu'il y avait peut-être 10 à 20% d'étudiants qui choisissaient la solution de facilité, mais que ce n'était pas le cas de tout le monde par rapport au moindre effort, et aussi au fait de pouvoir avoir d'autres moyens de vérifier l'implication. Et ici, il ne s'agit pas simplement de la production ou pas par Total ou pas par ChatGPT, mais en donnant d'autres types de consignes. Il nous a présenté le CRCR là, avec les consignes, des requêtes, du contrôle autour de cela, et aussi toute une formation
à l'usage et changer aussi les pratiques au niveau des activités en question. Donc, ce ne serait pas juste la rédaction du mémoire qu'on doit normalement quand même présenter et être capable de défendre. Donc là, les choses vont aussi certainement changer suite à l'utilisation de ce type d'outils. Donc là, c'est plutôt réviser nos pratiques pédagogiques. Merci beaucoup, Brigitte. Oui, une dernière réaction? La réaction, c'était plutôt de dire, si ça vous dérange pas, moi je peux peut-être éventuellement enchaîner avec ce que je comptais présenter, puisque quelque part, si ça ne répond pas en tout cas à la question qui a été posée, c'est des pistes que je peux éventuellement proposer, puisque l'intervention que je voulais proposer aujourd'hui tournait évidemment autour de cette question-là. Donc je ne sais pas si ça vous convient. Comme ça, c'est fait. Donc j'ai pas pris... Je prends la parole de manière dictatoriale. Donc voilà, moi je n'ai pas préparé de PowerPoint parce qu'en fait hier, quand j'ai vu un peu toutes les interventions qui étaient données, et toutes les informations et toutes les choses intéressantes qui étaient dites, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir dire ce matin, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Et finalement, moi, j'ai fait un petit peu comme toi. Je suis allé voir, comme je fais partie de la cellule Learning que je coordonne au niveau transversal de la haute école, je suis allé un peu voir chez mes différents collègues, voilà, les situations qu'ils avaient pu rencontrer et comment ils avaient pu réagir par rapport à ces situations de fraude, de plagiat, de malhonnêteté intellectuelle. Et j'ai retenu une expérience qui me paraît intéressante dans la manière dont elle a été traitée. Alors, ça sort un peu du cadre de la formation initiale, puisque ça fait partie en fait de la formation continue. Donc, au niveau des NALUX, on a un service de formation continue qui forme des adultes qui travaillent donc de manière en formation, une espèce de promotion sociale. Dans ce cadre-là, au niveau du département paramédical, il y a des formations certifiantes. Donc, on a des certificats, un peu comme les certificats universitaires, qui se font sur différentes formations. Et une de ces formations, c'est la formation dans le certificat d'infirmier éducateur en diabétologie. Donc, c'est une formation de 150 heures qui est certifiante, donc qui permet aux personnes qui l'ont suivi avec succès d'avoir une reconnaissance, d'avoir une plus-value, d'avoir un meilleur salaire, d'avoir un meilleur poste, etc. Donc, c'est quelque chose quand même qui implique les gens et qui implique quelque chose dans leur futur professionnel. Et on s'est retrouvé cette année-ci avec des cas, effectivement, de travaux de fin d'études, puisque, comme la plupart des certificats, même en université, on travaille sur le principe on donne les cours et puis en fin de certificat, on présente un travail écrit et qu'on défend oralement. Et donc, on s'est retrouvé avec l'un ou l'autre cas. Alors, ils sont pas prouvés, ils ne sont pas prouvables, puisqu'il n'était pas marqué ChatGPT dessus. Mais vu la façon dont c'était écrit, vu la densité de l'information, la pertinence de l'information, on sent qu'il y a eu une intervention majeure de l'intelligence artificielle derrière. Et finalement, si le travail a été évalué de manière négative, il a été sur le fond et pas sur le fait de la suspicion de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, je pense que c'est aussi important de le dire, parce que, comme à mon avis, dans la plupart de nos institutions, on a peu de moyens légaux. Il n'y a pas de définition dans les règlements des études. On parle de fraude, etc. Mais quand on ne peut pas prouver qu'on a utilisé l'IA, est-ce qu'il y a fraude, à quel moment est-ce qu'il y a fraude, etc. Donc, ces travaux-là, effectivement, ont échoué sur le fond plutôt que sur le fait d'avoir utilisé l'intelligence artificielle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, dans ce contexte-ci. Mais ce qui est intéressant là derrière, c'est la façon dont l'équipe pédagogique a réagi. En fait, elle s'est dit, mais voilà, pourquoi est-ce que des étudiants, enfin des participants à une formation qui ont vraiment un enjeu dans leur avenir professionnel, en viennent à utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger un travail de fin d'études. Il y a plusieurs constatations, plusieurs réflexions. Les principales, c'est que ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui sont depuis parfois 10 ans, 20 ans hors cursus scolaire, qui n'ont pas forcément des compétences rédactionnelles, qui n'ont pas forcément du temps d'écrire, qui n'ont pas forcément du temps de faire des travaux.
Et donc, voilà, donc c'est des gens qui, à un moment donné, prennent des raccourcis, pas forcément par paresse intellectuelle, mais parce que les contingences de la vie font qu'ils sont obligés, ou en tout cas, ils ne se donnent pas les moyens de faire le travail par eux-mêmes. Et donc, la réaction qui a été faite par l'équipe pédagogique, c'est de se dire, mais est-ce que nous, au niveau de la cohérence pédagogique, est-ce qu'un travail de fin d'études demander à ce type de public, est-ce que c'est pertinent? Et la réponse est effectivement, vous vous en doutez, c'est non, ce n'est pas pertinent de donner un travail de fin d'études aussi conséquent à des gens qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas des compétences rédactionnelles particulières, qui sont hors milieu académique. Et donc, ils se sont demandé, justement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui peut faire à la fois sens par rapport à l'objectif pédagogique et qui, en même temps, permet quelque part d'autoriser l'utilisation d'une intelligence artificielle sans que celle-ci vienne alimenter principalement le travail qui est rendu. Et donc, la solution qui a été proposée, alors elle va être testée, elle va être mise en place cette année-ci et testée cette année-ci, donc il y a encore des petits réglages à faire, c'est de demander, c'est de faire une évaluation continue basée sur un e-portfolio. L'e-portfolio, je pense que tout le monde en a entendu parler parce que c'est quelque chose aussi qui devient assez tendance dans l'enseignement. Et donc, cet e-portfolio est basé à la fois sur des partages. Un e-portfolio. Un portfolio numérique. Et donc, il va être demandé aux participants en fait, de produire des travaux qui sont à différents moments de l'année. Il y aura 5, 6 peut-être travaux, mais c'est des travaux de moins grande ampleur. Il va y avoir si je reprends ici, il va y avoir des projets professionnels, des projets personnels, il va y avoir des études de cas, il va y avoir des études de documentation, etc., de la recherche documentaire. Donc, il va vraiment y avoir une multitude de petits travaux, donc avec une charge de travail, une charge cognitive, une charge mentale, une charge temporelle moindre, ou en tout cas répartie sur plusieurs moments, et avec une typicité qui va faire que le participant va devoir essentiellement utiliser son expérience personnelle pour produire le travail, avec en fin de formation quand même une interview, une interaction orale avec le participant pour justement vérifier que, en tout cas, mettre les choses au point par rapport à son parcours d'apprentissage. Donc ça, c'est ce qui a été décidé d'être mis en place au niveau donc, de cette formation, au niveau de l'évaluation de cette formation. Et alors, petit fait intéressant aussi, c'est que pour évaluer cet e-portfolio, en tout cas les travaux qui sont intégrés dans cet e-portfolio, l'équipe pédagogique a fait appel à ChatGPT pour déterminer des critères qui seraient intéressants et utiles d'utiliser pour évaluer ce type de travaux. Et donc, évidemment, il y a un travail de relecture et de reformulation et d'analyse de la réponse de ChatGPT, mais ils sont arrivés à une grille de critères, de 5 ou 6 critères, qui vont leur permettre d'attribuer une cotation finale à l'e-portfolio grâce à ChatGPT finalement. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention, Thomas. Je cède maintenant la place au public, qu'il soit hors ligne ou hors ligne. Oui. Voilà, d'abord, je voulais vous remercier pour cette intervention parce qu'effectivement, ce sont des tendances dans les différents domaines de revoir un TFE académique pour en faire un outil plus réflexif, e-portfolio, portfolio. Et donc, je trouve vraiment intéressant par rapport à la question qui nous a été posée juste avant de finalement comment on fait la preuve. L'e-portfolio, c'est un outil où on peut apporter la preuve. Après, on peut développer la réflexion, mais il y a différents types de preuves qui peuvent être intégrées, que ce soit une petite séquence vidéo, un témoignage. Et donc, on a vraiment des outils qui sont à notre disposition et qui permettent d'évaluer ces compétences
autrement que par la capacité rédactionnelle qui finalement est prise en charge par les IA. Merci beaucoup. Merci aussi. Du coup, peut-être une autre réaction? Oui. Est-ce que je peux vous demander de faire passer le micro, s'il vous plaît? Bonjour. Alors, je trouve effectivement l'idée très intéressante d'utiliser des portfolios, mais qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui empêchera l'étudiant à toujours utiliser ChatGPT dans les multiples petits travaux qui lui seront demandés? Je veux dire, je trouve que la problématique d'utilisation d'une intelligence artificielle qui fait en sorte que l'intelligence artificielle va penser à la place de l'étudiant, ce qui est toujours pour moi le problème problématique. Parce que c'est bien joli de lui demander de nous sortir des idées, de nous demander de sortir des plans, etc. Et de se servir de ça pour les corriger. Nous, en 2023, on est capable de le faire parce qu'on sait comment corriger un plan. Mais dans 10 ans, quand on demandera aux étudiants de corriger le plan qui aura été fait par une intelligence artificielle qui sera éminemment plus développée que celle de maintenant, est-ce qu'il sera capable? Puisqu'on ne lui aura jamais demandé de le faire concrètement par lui-même. Et pour moi, c'est le problème majeur. Alors, Merci. Peut-être une réponse? Je fais mon petit footing comme ça. Okay. Est-ce qu'il y a une réponse? Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, parce que qui sait effectivement où on en sera dans 10 ans, tant sur le plan de l'intelligence artificielle que sur le plan de l'enseignement et de la formation. Donc je pense que l'enseignement et la formation se sont toujours, ou en tout cas ont toujours essayé de s'adapter aux nouveautés et au développement technologique. Dans 10 ans, voilà, l'IA sera probablement un outil comme un autre où effectivement il n'y aura plus aucun sens à évaluer sur des travaux écrits. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, par rapport à aujourd'hui, l'intérêt que je vois dans un e-portfolio, c'est que c'est à chaque travail qui est demandé, on voit une évolution dans le temps. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait un e-portfolio, c'est pas un travail qu'on demande à un instant T et qui est indépendant. C'est vraiment une construction, c'est vraiment un parcours construit. Et entre le premier travail qui est demandé, la première chose qui est demandée à l'étudiant et qui est parfois très personnelle, et des choses qui sont plus techniques comme des analyses de texte, etc., on doit voir une progression dans la qualité de l'intervention, de la compréhension, etc. Et c'est ça qui est intéressant et pertinent dans le portfolio et qui, à mon sens, est difficilement imitable actuellement par une intelligence artificielle, même si, pour un travail en particulier, par exemple, l'étudiant pourrait utiliser l'intelligence artificielle sans qu'on sache, évidemment, oui. C'est vraiment sur l'ensemble du parcours que ça fait sens. Oui, mais à chaque fois, il peut avoir utilisé le ChatGPT. Son résumé de lecture, on vient de le dire, vous l'avez donné comme exemple, un résumé de lecture, on en a parlé un exemple, vous demandez de faire un résumé de lecture qui est fait pour la constitution de ce portfolio qui va remplacer les TFE. Il peut avoir demandé à l'intelligence artificielle de faire ce résumé de lecture. Je ne vois pas en quoi c'est faudrait. Est-ce que vous avez un exemple bon, à part demander votre réflexion personnelle, et même encore, vous pouvez demander encore par ChatGPT, c'est que je ne vois pas en quoi le portfolio permet de résoudre le problème de l'utilisation de ChatGPT. Juste une réaction là-dessus, mais ça sera très rapide. Par rapport au portfolio, c'est mon avis, hein, je vous partage ma réflexion, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire des portfolios qui sont hors sol, en fait. C'est ça le problème. Si on associe la réflexivité à des situations spécifiques, avec des traces de cette situation spécifique, on peut demander...
Non, mais je veux dire qu'ils sont pensés de manière générale, quoi. Il faut, pour moi, un portfolio, il faut que l'étudiant vive des choses spécifiques, par exemple en stage ou des choses comme ça, que la réflexivité porte sur son action spécifique dans cette situation spécifique, avec des traces de cette situation spécifique. Pour moi, si on fait comme ça, on peut demander plein de choses à ChatGPT, il ne sera pas dans ce niveau de spécificité-là. Donc, moi, c'est mon avis, dans la manière dont je conçois la réflexivité, ça doit être sur des choses spécifiquement vécues. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Avec des photos, des vidéos, des productions d'élèves, plein de choses. Enfin, parce que moi, je suis en formation d'enseignant, ou d'autres choses, mais voilà. Je vois que ça fait réagir beaucoup et c'est vraiment super. Je vais juste me permettre de prendre une dernière intervention ici, une en ligne, et je vous retiens pour la prochaine intervention qui aura lieu après la présentation. D'accord ? Je suis vraiment désolé, on est contraint par rapport au timing, mais je vois que vous avez levé la main depuis tout à l'heure, donc je vous passe la parole. Oui, merci et merci pour toutes ces présentations qui sont super pertinentes et qui posent aussi plein d'autres questions qui sont intéressantes. On n'a pas beaucoup parlé de leviers un peu classiques. Qu'est-ce qui va motiver l'élève? Qu'est-ce qui va donner du sens à l'évaluation? Donc, je pense qu'il y a cette question-là à laquelle il faut réfléchir. Et puis, il y a aussi peut-être, toujours le problème du fait que c'est certificatif et finalement, si on insiste sur le côté formatif, peut-être en fait que la question, c'est aussi de revoir comment on évalue. Si on dit qu'on veut qu'ils atteignent des compétences, mais qu'en fait, la certification les pousse à utiliser l'intelligence artificielle, peut-être qu'on peut changer la façon dont on certifie. Mais ça, c'est évidemment des réflexions qui dépassent les enseignants seuls, et ça doit être des réflexions plus systémiques et structurelles, à mon avis, à l'échelle même pas des simples institutions, mais même de la communauté française, enfin, de la Fédération de Libre-Bruxelles. Et sinon, alors pour les plus petits travaux, je pense qu'il y a quand même des outils qui peuvent... il y a deux choses. Des petits travaux, on pourrait par exemple, moi j'envisage de demander à mes étudiants de me donner plusieurs versions d'un même travail en utilisant Word avec le suivi des modifications et éventuellement de faire même la première étape en classe qui me permettra d'avoir vu ce qu'ils ont fait. Et puis voilà, donc l'idée vraiment qu'ils aient chacun un dossier avec toutes les versions de leur travail et ah bah tiens, cette version-là et cette version-là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ils doivent être capables de faire un petit carnet de bord et dire bah là, j'ai demandé à ChatGPT de corriger la langue, mais si toutes les infos ont changé d'une version à l'autre, bah, ça permet aussi de vérifier ça. Donc ça, c'est plutôt pour les plus petits travaux, parce que pour le TFE, ça devient un problème. Mais je pense que c'est aussi pour les TFE là qu'on va réinsister sur le rôle du promoteur, des superviseurs en soi, en ayant des... Alors c'est évidemment chronophage, donc il faut voir comment on peut gagner du temps sur certaines tâches pour en consacrer davantage aux interactions humaines dont on parlait tout à l'heure. Mais avoir des rendez-vous réguliers avec les étudiants pour voir leur progression, ben, forcément, là aussi, les étudiants, on les connaît, on peut aussi questionner lors de ces moments d'interaction humaine. Tiens, ici, je crois que tu te moques un peu de moi. Et finalement, c'est aussi une façon de responsabiliser l'étudiant par rapport à ce qu'il nous demande de corriger, de commenter, de réviser. Moi, j'ai dit à mes étudiants cette semaine, ne me demandez pas de corriger du ChatGPT. Vous l'avez fait rédiger par ChatGPT? Non, mais... oui, mais là, cette phrase, c'est pas vous qui l'avez écrite. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà, moi, je corrige pas ça. Donc, ce que vous avez écrit, dites-moi ce que c'est, et moi, je corrige cette partie. Donc, c'est aussi... Voilà, alors ils l'ont fait, ils doivent vivre avec cette culpabilité, et après, je certifie d'autres choses, et tant pis. Mais voilà, je pense que c'est des pistes. Merci beaucoup. Une dernière réaction en ligne? Ça va, super. Oui, alors en ligne, il y a plusieurs questions. Mathilde levait la main, mais elle a baissé la main parce que j'allais lui donner la parole du coup. Donc, c'est pas grave. Notre ami Arnaud va nous... Ah, mais non, voilà, j'ai rien dit, pardon, les choses changent. Je propose de donner la parole à Mathilde et Arnaud, vu que vous êtes déjà intervenu, on reprendra peut-être à l'interaction suivante si ça vous va pour être démocratique. Donc voilà, Mathilde, on vous écoute. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok, super. Voilà, en fait, moi, je me suis inscrite à cette présentation parce qu'elle tombait vraiment à point. J'ai demandé au début de l'année
à mes élèves en première, deuxième et troisième préscolaire de rédiger un texte sur un artiste et ou une œuvre d'art. Et en fait, j'ai eu vraiment un cas de conscience avec un de mes élèves parce que c'est vraiment un chouette élève. Mais je lis son texte, le premier paragraphe est truffé de fautes d'orthographe, il n'y a pas de logique entre les phrases, la structure n'est pas bonne, quoi. Je me dis, bon, ok, ça commence mal. Puis je continue dans le devoir et je me dis, waouh, super bien écrit, là il y a une logique, il y a une structure, je vois où il veut aller. Mais je me dis, c'est quand même bizarre, le premier paragraphe est vraiment pas de bonne qualité et le reste est top. Et donc, je lui envoie un petit mail et je lui dis, je ne comprends pas, enfin, je lui explique un peu que son devoir a posé question. Et je lui demande, Cash, est-ce que tu as utilisé ChatGPT? Et en fait, il me répond, sans complexe. En fait, il me dit, ah oui, mais ça fait plusieurs mois que j'utilise ChatGPT pour tous mes travaux. Et en fait, je trouve que c'est problématique dans son cas, en tout cas, parce qu'il y a apparemment une compétence qui n'est pas acquise et qui est celle de rédiger un texte et de faire évoluer son idée et de transporter le lecteur et que son texte soit intelligible. Alors, toute la partie qui a été rédigée par ChatGPT est super, mais la partie que lui a rédigée, elle est très mauvaise. Il y a un écart entre les deux. Et j'ai l'impression, du coup, que si on dit aux élèves, bon, c'est difficile parce que on peut pas vraiment leur interdire d'utiliser ChatGPT parce que, comme vous l'avez dit au début, impossible de vérifier que ça a vraiment été rédigé par l'intelligence artificielle. Mais c'est problématique dans ce cas-ci parce que finalement, il va plus jamais s'entraîner à rédiger un texte, il va plus être mis face au problème et c'est une compétence qui n'est pas acquise chez lui. Moi, j'utilise parfois ChatGPT, pas pour générer des idées, parce que ça, je trouve aussi que c'est un piège, parce qu'en fait, la créativité, ça doit se travailler. Si on cède à chaque fois, ben, on n'est plus créatif. Mais bref, qu'est-ce que je dois dire à cet élève? Moi, je pense que c'est un danger parce qu'il n'a pas la compétence, elle n'est pas acquise et il est en troisième, quoi. Donc, il va enseigner l'année prochaine et notamment la langue française, quoi. Donc voilà, c'est quoi votre réponse par rapport à ça? Ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que voilà, peut-être que moi, je suis pas assez nuancée par rapport à ma réaction, mais Une dernière réponse? Oui. C'est vrai que le contexte est important et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention, c'est au final qu'est-ce qui doit être évalué. Dans votre cas, ce qui doit être évalué, c'est effectivement la compétence rédactionnelle. Le fait d'utiliser ChatGPT pour faire ces textes, évidemment, est hautement, voilà, montre que la compétence n'est pas acquise. Maintenant, si la compétence qui est visée est une autre compétence, ChatGPT ou comme disait Ludovic tout à l'heure, super maman ou super papa, au final c'est le même combat et autant on peut dire qu'effectivement voilà, ChatGPT est intervenu, est-ce qu'on peut dire sur un travail de quelqu'un d'autre que papa ou maman n'est pas intervenu derrière pour corriger le style et les fautes d'orthographe? Donc vraiment je pense que le contexte et les compétences qui sont à évaluer ont leur importance. Un grand merci pour tous ces chouettes échanges. Maintenant, je passe la parole à Ludovic Miser qui va vous présenter ce qu'il a fait. Voilà. Merci. Voilà. Donc effectivement, on en revient à la question de départ. Hein. Mes étudiants utilisent ChatGPT, que faire? Et donc, c'est une question qui s'est posée chez nous. Alors, moi, je vous parle depuis mon point de vue, qui est celui d'un responsable d'un service d'appui pédagogique, qui regroupe une équipe avec plusieurs expertises, hein, que ce soit de l'ingénierie de formation, de l'ingénierie et de l'accompagnement pédagogique, ou vraiment de la technopéda. Et donc, derrière ce que je vais vous présenter ici, il y a une équipe. Donc, il y a Pauline Robic qui a participé à ceci et Emmanuel Riscard qui était avec vous hier pour la journée. Alors, impossible d'afficher le contenu. J'adore quand ça ne marche pas. On va faire ça autrement. Hop. Oui, c'est Loan Murphy. Hein. Merci Brigitte, c'est vraiment le principe. Hop. Allons chercher le PowerPoint au bon endroit et partageons ça à l'ancienne.
Oui, non, c'est ça. De toute façon, ça peut tomber que sur des technopédas, des trucs qui vont pas. Et donc, ça permet de montrer que ça arrive à tout le monde et que c'est normal. Hein. Et donc, voilà, donc je vous disais, voilà, c'est un travail d'équipe là derrière. Et puis, finalement, nous, l'arrivée de ChatGPT, ça a été chronologique. Et on a commencé ça en décembre 2022, le 20 décembre précisément, avec Nicolas Roland, qui est intervenu chez nous dans le cadre du lancement du projet avec les financements européens du financement RRF, avec quelque chose qui était ou très culotté ou très inconscient. C'est de mettre au 20 décembre ChatGPT au milieu de la place et d'en faire un sujet avec les étudiants et les enseignants. Donc on était juste avant la vague d'articles de presse. Hein. Puis, chemin faisant, session d'examen passant, en février 2023, plusieurs enseignants ont fait part de leurs craintes, inquiétudes face à cette IA et à ses possibilités, ce qui a amené à une première action qui a été coordonnée avec la cellule éthique de la Haute École, le centre de recherche et mes services. Et bien là, c'était vraiment de se dire, OK, on fait un webinaire, c'est quoi l'intelligence artificielle? Juste poser le concept avec ses limites, ce que c'est, ce que ce n'est pas, et vraiment mettre ça sur le plan de l'éthique. Et ça, c'était avec nos enseignants. En septembre 2023, est apparu un cadre réglementaire, on va y revenir. Et puis là, maintenant, notre actualité, c'est de commencer à réfléchir vraiment tout ce qui est accompagnement du changement, puisque c'est un changement, et de voir un peu quelles sont les actions qu'on va pouvoir y mener. Donc, si je reviens sur la première étape, le premier jalon de notre arrivée de ChatGPT dans la Haute École, c'est une conférence interactive qui a été animée par Nicolas Roland, qui voulait mettre en mouvement, finalement, l'ensemble de la communauté de la Haute École autour de la question « Pourquoi développer vos compétences numériques sera votre principale résolution de 2023 ?» Et c'était aussi le lancement d'une grande campagne d'auto-évaluation PIX pour tester un peu les compétences numériques de la communauté. Et Nicolas Roland nous a fait un petit cadeau sympathique. Son introduction a été rédigée par ChatGPT. Donc l'introduction de la conférence a été rédigée par l'intelligence artificielle et il l'a lu. Voilà. Donc, point de départ, on a vraiment mis le pavé dans la mare avec ChatGPT à cet endroit-là. Évidemment, vous imaginez que ça, après le fait que ça décante un petit peu, la session d'examen, les articles de presse, puisqu'on a eu la vague d'articles de presse sur l'intelligence artificielle et les capacités des outils conversationnels, voilà, on a plein d'inquiétudes d'enseignants qui remontent auprès de notre direction académique notamment, avec, voilà, qu'est-ce qu'on fait du regard critique, regard constructif, c'est devenu très accessible, là où avant, effectivement, papa, maman ou les profs qu'on payait 50 € la page pour lire un mémoire, parce que c'est une réalité, hein, ça a toujours existé. Et donc voilà, ce sont des choses qui ont existé, mais qui n'étaient pas forcément à la portée de tous nos étudiants. Et donc ici, le fait d'avoir un ChatGPT accessible gratuitement sur une connexion Internet, ça finit par démocratiser cet accès à une aide et à un soutien extérieur. Et donc, quelles sont les répercussions, les réflexions à avoir là-dessus, la place de l'IA? Effectivement, il va falloir repenser un certain nombre de choses, il va falloir investiguer le terrain de l'éthique, hein, puisqu'on a quand même pas mal de formations, nous, dans notre haute école, qui ont une grosse charge éthique derrière, que ce soit en soins de santé, en accompagnement, par exemple, d'enfants avec des troubles particuliers comme des éducateurs et autres. Voilà, il y a une charge éthique dans pratiquement chacune des formations que nous avons. Et puis, quelle est notre responsabilité sociétale, à la fois comme institution de formation et puis pour les futurs professionnels qui vont être sur le terrain. Alors, le numérique, chez nous, ça rentre dans un plan stratégique de la Haute École déjà depuis l'année passée. Et donc, il y a notamment un des premiers axes qui tourne autour de la numérisation et des compétences transversales. Et donc, c'est de développer et d'être capable de développer l'usage sûr et critique des technologies. Donc, finalement, ChatGPT ou d'autres outils numériques nouveaux, ça rejoignait déjà des préoccupations, même si ce n'était pas aussi concret qu'un ChatGPT au sein de l'institution chez nous. Donc, je vous ai dit, une des premières actions qui a été menée, c'est de préparer et de programmer un webinaire avec un spécialiste, un enseignant chez nous qui est prof dans le département informatique, ex-informatique de gestion, maintenant informatique développement d'applications, et qui a fait un état des lieux de ce qu'est une IA, comment on fonctionne, comment on alimente ce genre de processus, en fait, décortiquer, disséquer un peu ce qui est derrière d'un point de vue même technique ou conceptuel,
se rendre compte qu'effectivement, une IA, c'est une menteuse pathologique. Et donc, de savoir un peu comment on peut contrer, comment on peut éduquer les IA. Donc, il nous a permis d'avoir un regard sur tous les filtres qu'on met au-delà de la production brute de cette première machine qui génère du contenu, et puis qui est retraitée par toute une série de systèmes derrière pour l'empêcher d'être moins misogyne, enfin, pour l'empêcher d'être un peu moins misogyne, enfin, pour l'empêcher aussi d'avoir des propos racistes, des propos illégaux, pour vraiment aller censurer tout ce qui doit être humainement censuré, parce que les IA n'ont aucune conscience, aucune éthique propre. Donc, voilà. Donc, il a pu développer tout ça en faisant aussi le tour de la question, ce qu'est-ce que ce n'est pas, pour pouvoir informer nos enseignants sur, d'abord, c'est quoi l'IA? Est-ce que c'est aussi monstrueux que ça en a l'air, ou est-ce que finalement ça a des limites? Et puis, on en est arrivé à toute une réflexion qui est remontée dans les instances, notamment le conseil pédagogique de la haute école, qui a été amené à poser un cadre pour cette année académique-ci. Et donc, ce cadre, il a été posé en 2 temps. Tout d'abord, une révision du règlement général des études, avec une position qui a été prise par le conseil pédagogique aussi, de se dire, ces outils de génération de contenu, est-ce qu'on peut les vérifier? Est-ce qu'on a des moyens techniques, légaux, enfin juste techniques déjà, de pouvoir vérifier si un contenu a été créé ou pas? Réponse, non. C'est de l'intelligence générative. On peut lui demander 2 fois, on peut lui demander 150 versions du truc, il va nous faire 150 versions du truc. C'est pas ça qui va nous aider. Donc, on est parti plutôt d'un point de vue positif. C'est de se dire, on va l'autoriser, mais on va l'encadrer. Et donc, l'encadrement se fait notamment par l'ajout d'un article que je vous ai reproduit dans notre règlement général des études, qui dit simplement que tout contenu généré par un outil d'intelligence artificielle doit être référencé de manière explicite. Exemple, avec les normes bibliographiques, on a repris les normes bibliographiques telles que l'APA nous donne les références. Et c'est un agent conversationnel, ChatGPT, donc ça se cite comme une conversation, comme une interview. Voilà, donc ça c'est le nouvel article qui est apparu. Et pour le reste, pour tous les problèmes de plagiat, de contenus qui n'ont pas été des productions personnelles et autres, toutes les dispositions existaient déjà dans notre règlement général des études. C'est pas nouveau. Un contenu généré par autre chose que soi-même, ce n'est pas une nouveauté. Et donc, ça a été déjà des cas qui pouvaient être traités dans le cadre du règlement général des études. Et puis, en septembre, notre direction académique a produit une note d'orientation qui permettait de donner quelques indications pour les enseignants. Et donc, cette note s'intitulait « Faut-il encourager ou restreindre l'usage de l'intelligence artificielle dans les activités d'apprentissage ?» Et elle donne quelques éléments de cadrage en explicitant notamment que l'utilisation d'une IA générative, ça va être un choix qu'on va laisser individuel au niveau de l'enseignant. Par défaut, c'est OK. Et si ce n'est pas OK pour des raisons pédagogiques, ça doit être repris dans la fiche UE en explicitant clairement que là, c'est vraiment de la construction personnelle, qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser une intelligence artificielle. Donc, c'est une déclaration, mais ça peut aussi se traduire avec des retours, par exemple, de modalités de travaux un peu différentes. Jadis, naguère, moi, je ne les ai pas connus, mais il y avait des travaux dirigés, des séances d'exercice encadrées, des éléments où on faisait venir et on aidait et on coachait les étudiants pour faire un certain nombre de choses. Peut-être que c'est une bonne façon de remettre ça sur pied. Que des examens sur table, ça a toujours existé. Qu'ils n'ont pas forcément un examen, qu'ils n'ont pas forcément un ordinateur à ce moment-là. Les oraux existent aussi et ont toujours existé. Et donc, voilà. Alors, les oraux pour des cours de 700, vous allez me dire, effectivement, ça devient un peu plus sportif. Mais on a un panel quand même qui est quand même assez possible. Et donc, par défaut, c'est autorisé, mais obligation de le citer, d'en faire la mention bibliographique correcte. Et donc, l'évaluation à la haute école, constat et adaptation un peu de ce qui s'est passé. Voilà, on sait qu'on a des difficultés de détection, qu'on peut avoir des doutes. Donc, ça va amener finalement une diversification des formats d'évaluation. On préfère, nous, agir en formant et en prévenant plutôt qu'avec une approche répressive, sanctionnante, parce que de toute façon, dans leur vie professionnelle future, ils auront accès à ces outils-là aussi, et de travailler plutôt le développement de l'esprit critique. Et donc, on en arrive du coup au-delà du cadre, qu'est-ce qu'on fait de ces intelligences artificielles génératives dans l'apprentissage? Voilà, il y a des points d'attention, il y a des bénéfices et des risques finalement qui sont identifiés. Les points d'attention, c'est quid de la confidentialité, puisqu'on alimente à un moment donné des IA avec des contenus. Donc imaginez le bon vieux syllabus pirate du prof qu'on se refilait dans le cercle, maintenant donné dans l'IA et qui nous fait des fiches de révision, voilà.
mais on a alimenté une IA quand même avec des contenus qui ne sont pas forcément des contenus qui devaient s'y trouver au départ. Et quelle est la responsabilité que l'on va avoir par rapport à ces contenus générés aussi et à l'utilisation de l'outil? La grande question de la fiabilité, parce que si dans un prompt, par exemple sur ChatGPT, vous ne lui dites pas « n'invente rien et ne ment pas », à partir d'une source qui est injectée dans l'IA, il va mentir et il va compléter. Si on lui dit de rester dans les clous, il va rester dans les clous. Il faut lui dire. Donc il faut avoir voilà, la fiabilité de ce que peut générer l'IA est quand même quelque chose d'assez important. Il vous dit, il vous surbattra quand même que les cochons, ça pond des œufs roses avec des fines coquilles, hein, jusqu'à ce que vous arriviez à le convaincre du contraire, mais il va être très, très assertif. Puis les bénéfices, on a déjà parlé dans les autres présentations, hein, c'est tout ce qui est gain de temps, la personnalisation. On peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de certains apprentissages ou de certains contenus. Voilà, on peut résumer plus rapidement, on peut traduire, oui. Il y a une automatisation qui peut se faire, mais donc du coup, il y a une adaptabilité aussi qui est offerte grâce à l'IA qui était peut-être moins présente avant. Et donc, au niveau de la haute école, j'ai dit, hein, on est en novembre, bientôt. On commence à se poser des questions et donc, oui, il y a en projet des ateliers pour les enseignants et les étudiants pour pouvoir se dire, voilà, quelques idées de projets qu'on a encore et qui doivent mûrir et maturer un peu. Un petit point sur les mythes et réalités. C'est quoi une IA? C'est quoi ce que ce n'est pas? Comment on enseigne avec une IA? Comment on étudie avec une IA potentiellement? Et puis d'aller investiguer des champs un peu plus pointus comme, voilà, générer son questionnaire d'examen avec une IA? Pourquoi pas? Travailler les potentialités de l'IA pour faire de la différenciation. Parce que de la différenciation, je dis une cohorte de 700, compliqué d'aller différencier des contenus. Mais avec une IA qui peut éventuellement adresser de façon plus fine les choses, ça devient peut-être un peu plus possible de l'envisager. Et puis l'IA rentre pleinement dans les compétences numériques et les compétences du XXIe siècle. Voilà, la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, lance un énorme plan de formation avec PIX, des hauts compétences numériques pour les enseignants de l'obligatoire. Si vous avez tous été voir votre fiche de paye dans Mon Espace et que vous êtes aussi enseignant dans l'obligatoire, vous avez vu qu'il y a des petits messages qui vous invitent à vous auto-former, à vous évaluer. Voilà, c'est un mouvement dans lequel on va se retrouver un peu tous, l'enseignement supérieur aussi, mais probablement avec une autonomie plus grande des institutions. Et puis, voilà, enjeux et perspectives, ça n'intéresse pas que nous, ça intéresse aussi l'international. Hein. Voilà, l'UNESCO se pose des questions sur qu'est-ce que ça donne l'école à l'heure de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, un tout grand merci pour les différentes interventions. Petit changement au programme, parce que je vois que le temps file et je ne voudrais pas condamner non plus les autres ateliers qui sont prévus à cette école d'automne. Et donc, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est d'enchaîner directement avec la présentation que Laurent Globert a réalisée dans le cadre justement de la participation à ce débat. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est gentil, vraiment. Voilà, je vais lancer alors la présentation. En ligne pour voir si vous entendez le son de la vidéo. Activez mon micro. Et normalement, vous allez pouvoir l'entendre. Hop, je relance. Bonjour, je n'ai pas l'occasion d'être avec vous
l'occasion et la chance et le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mais je me permets de partager à distance, en fait, ce que j'aurais fait en étant en présentiel avec vous. C'est-à-dire, sans grande surprise, discuter ensemble de nos étudiants pourraient faire lors de la rédaction ou la présentation même de leur TFE. Alors, à l'IEX, en fait, le TFE est bien spécifique, donc a des objectifs bien spécifiques. Je dis à l'IEX, mais je pense que ce sont plus ou moins les mêmes objectifs dans toutes les institutions. Et donc, ces objectifs reposent sur 6 éléments bien particuliers, mais qu'on retrouve dans les universités comme dans les supérieures. Donc, le premier, c'est la démarche scientifique. Donc, la démarche scientifique, elle est au cœur de notre approche pédagogique. Elle est essentielle. Elle exige de l'étudiant une capacité à apporter un point de vue argumenté qui est basé sur une recherche rigoureuse selon des méthodes de recherche qu'on leur enseigne aussi. Donc, il ne s'agit pas simplement de présenter des définitions, mais de construire un cadre théorique et surtout de le mobiliser tout au long du travail et lors de la collecte des données et de leur analyse. Parce que souvent, les étudiants construisent un cadre théorique, ils l'exposent et puis après, ils l'oublient complètement. Alors, le deuxième élément qu'on attend d'eux, c'est la distanciation. Dans un monde qui est saturé d'informations, la capacité à prendre du recul eh bien, est primordiale. Nos étudiants doivent apprendre à distinguer les faits des opinions et à mettre aussi de la distance dans les croyances communes. On attend d'eux qu'ils adoptent en gros une posture critique. Interprétation et discussion des résultats, ça c'est le troisième élément clé. Donc au-delà de la simple compilation des données, à l'IEX, on attend des étudiants une réelle capacité d'interprétation finalement. Il s'agit de donner du sens, de mettre en perspective, de discuter établi. On attend aussi à ce que le document soit rédigé selon la rigueur académique de l'IEX. Donc la rigueur académique, elle ne s'arrête pas à la recherche, aux méthodes de recherche. Elle se reflète également dans la rédaction. Donc, nos étudiants sont formés à une écriture dense, précise, qui respecte les normes de référencement. Ça, c'est très, très important. Alors, on vise l'analyse plutôt que la description. De nouveau, ça, c'est un point qui peut sembler acquis, mais qui ne l'est pas. Beaucoup d'étudiants sont encore dans la description plutôt que d'analyse, dans l'exposition plutôt que dans l'analyse. Alors, si l'écrire est nécessaire, analyser, c'est essentiel. On encourage nos étudiants à apporter un regard analytique sur leur sujet et à aller au-delà de la simple description pour véritablement. Donc, on a finalement, concernant l'utilisation de ChatGPT, on s'est rendu compte que c'était moins dramatique que ce qu'on avait peut-être anticipé et qu'on pouvait agir sur 2 points. On pouvait accroître l'attention qu'on porte à la rigueur scientifique, c'est-à-dire à pouvoir établir un cadre théorique, à utiliser ce cadre théorique dans la récolte et l'analyse de données. Donc ça, je pense que ChatGPT ne saura pas le faire. Je crois que ChatGPT est très bon quand il s'agit d'analyser des extraits courts. Au niveau du cadre théorique, je n'ai pas testé, mais les expériences que j'ai avec ChatGPT ne m'ont pas alarmée par rapport à ça. Je pense que sur un document qui fait entre 30 et 60 pages, on pourra vite voir les limites de ChatGPT. Et c'est là que le mental, l'intelligence humaine va, à mon avis, surpasser les compétences de ChatGPT. On a aussi, c'était aussi pour nous l'occasion de remettre un peu, de redonner un peu d'ampleur à la présentation orale. C'est-à-dire que pour le moment, lors de la présentation orale, la défense orale, c'est un jury dans lequel il y a 3 personnes, il y a un président de jury, un lecteur et un promoteur. Et donc, on souhaiterait encourager ces 3 personnes à poser des questions, en gros, à mettre un peu l'étudiant sur le grill. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans certains jurys, pas tous, mais le lecteur pouvait avoir tendance à venir donner son avis sans nécessairement
poser de questions à l'étudiant. Donc, tous les lecteurs ne posent pas de questions aux étudiants, certains le font. Et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de renforcer cette pratique, en fait, de lui poser des questions. Alors, pas des questions de détail, tu cites cet auteur, parle-moi de sa biographie, explique-moi l'entièreté de son œuvre. Ça, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est plutôt de soulever des points qui sont peut-être contradictoires. Voilà, tu soulèves, tu explicites l'élément A dans ton introduction, mais ensuite on ne le retrouve plus dans ton texte, donc que s'est-il passé? Ou bien voilà, tu développes deux arguments, ces deux arguments sont en contradiction. Donc donner un peu d'espace à l'étudiant pour qu'il puisse s'exprimer, pour en gros qu'on puisse voir ce qu'il a dans le ventre. Et je pense que ça nous permettra aussi de déceler quand les étudiants ne sont pas les vrais auteurs. J'ai envie de dire qu'il y avait finalement plus peur que de mal, qu'on s'est concentré sur ces deux actions-là, un peu à l'unanimité. On va tester, on va voir ce que ça donne. Alors, un autre élément que je n'ai pas mentionné, mais qui est évident étant donné qu'on a parlé du référencement, c'est de pouvoir aussi vérifier les références, donc vérifier qu'elles existent, parce que ChatGPT invente des références. Donc, ça, ce sera aussi un point d'attention. Et concernant la rédaction, alors bien sûr, les étudiants font appel à ChatGPT pour reformuler des passages de texte. Nous, on n'y voit aucun inconvénient. S'ils font appel à ChatGPT dans la rédaction de leur mémoire, ils vont vite être confrontés à un problème majeur qui va être les sources. Mais quand ils font des affirmations, donc je parlais de rigueur scientifique, on s'attend à ce qu'ils citent les auteurs de ces constats, ce que ChatGPT ne fait pas, fait très mal, il invente des sources. Donc ça, c'est un élément qui nous permettra aussi de contrer d'éventuels usages abusifs de ChatGPT. Donc, en gros, le Maraliec, c'est pas un simple exercice académique, c'est une formation à la rigueur, à la critique, à l'analyse. L'objectif, évidemment, c'est de préparer nos étudiants à devenir des professionnels éclairés qui sont capables de réflexion et d'action dans un monde qui est de plus en plus complexe. Pour votre attention. Bravo. Je vous propose, parce que on voulait faire la pause à 10h30, mais on a l'impression que c'est quand même important ce qui se discute ici. Donc, ce qu'on va faire, on va jusqu'à 11h ici maintenant. Ça fait, là, on se donne encore un quart d'heure d'échange. Et nous, on va s'organiser pour réorganiser la suite de la journée. Mais on avait prévu des temps de tampons, donc il n'y a pas de souci. Donc, on reste jusqu'à 11h. Ceux qui sont à distance et que vous devez partir, n'hésitez pas, mais on continue encore un petit peu pour ceux qui savent rester. Oups. Je reprends donc mon rôle de jogger pour celles et ceux qui veulent intervenir par rapport aux différentes présentations. Oui. Donc en fait, oui, on m'entend? Oui. Je voulais juste souligner la dernière phrase qui vient d'être dite et que je trouve vraiment essentielle et super intéressante, c'est « il faut contrer uniquement les usages abusifs ». Et donc vraiment, moi, si des étudiants utilisent ChatGPT pour reformuler leurs phrases dans leur TFE, aucun souci, mais vraiment aucun souci. Du moment qu'ils relisent, que ça reste cohérent, que leurs idées soient correctement traduites et qu'ils leur travaillent pour corriger chercher des synonymes, etc. J'ai aucun souci avec ça. Mais là où c'est abusif et où c'est du plagiat et où c'est carrément ChatGPT qui rédige et qui invente des sources, là, il faut le contrer. Mais pas tous les usages, quoi. Voilà. Merci. Une autre réaction? Oui.
En fait, c'est à nouveau pour revenir sur la première intervention à distance, donc qui m'a un peu fait réagir aussi, et je trouve qu'elle fait le lien avec la fin. Et cette question justement des compétences rédactionnelles qui, du coup, n'existeraient plus, ce TFE rédigé en 2 jours grâce à ChatGPT. En fait, il faut être un expert pour utiliser ChatGPT et pouvoir faire un TFE en 2 heures, en 2 jours. Donc, il faut avoir la compétence, la maîtrise du sujet pour savoir quelles questions lui poser et pour savoir si ces questions sont pertinentes et pouvoir les réorienter. Donc oui, effectivement, ça peut être présenté comme problématique, mais au final, ce que ça pose comme question, c'est justement quelles compétences doit-on donner à nos étudiants demain pour qu'ils puissent le faire. Et donc, l'utilisation, elle est là, elle restera là, elle est dans le monde professionnel déjà aussi, dans certains secteurs de façon très développée déjà aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas se dire, on va justement travailler contre, on doit travailler avec. Et cette question des compétences, pour moi, c'est l'étudiant qui a fait son mauvais premier paragraphe, c'est problématique parce que la suite est bonne, mais donc c'est autant problématique que lorsqu'il a utilisé Antidote ou qu'il a utilisé la correction orthographique de Word. On a encore aujourd'hui des étudiants qui ne savent pas les utiliser et donc on reçoit des travaux avec beaucoup de rouge en soulignement. En fait, on doit leur apprendre à utiliser cet outil qu'ils ont là. Avant, on n'avait pas ces outils-là. On a rédigé, je pense, parler pour une bonne proportion des gens dans la salle, des travaux de fin d'études et des mémoires sans ces outils-là. En tout cas, ils n'étaient clairement pas aussi développés. On n'est pourtant pas devenus idiots et quand on les a aujourd'hui avec nous, on a effectivement une décharge cognitive potentielle, mais à condition de pouvoir l'utiliser correctement et de pouvoir justement surveiller nos capacités rédactionnelles et l'orthographe. Et donc, moi, c'est vraiment cette question, et elle rejoint du coup la conclusion aussi de l'intervention d'Elmo, c'est comment rédiger un bon prompt. C'est vraiment la compétence de base aujourd'hui, mais à la fois dans l'apport de contenu, c'est-à-dire comment faire pour bien formuler la question pour avoir une réponse satisfaisante, et en même temps, comment faire pour donner les compétences pour juger que cette réponse soit satisfaisante. Donc c'est à la fois avec l'outil et sans l'outil qu'on doit travailler leurs compétences de contenu et de forme dans l'utilisation de l'outil. Mais voilà, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Oui. Oui, j'imagine bien. Non, mais je voudrais justement rebondir sur ton intervention parce que c'est quelque chose qui m'a fait un peu aussi réagir dans l'exposé de Ludovic, pardon. J'avais Lionel en tête et Oui, voilà. Il est derrière justement. C'est que Ludovic a parlé justement de la démocratisation, que l'IA allait démocratiser quelque part le recours à l'aide extérieure et quelque part travailler sur l'équité qui existe entre les étudiants. Et j'ai envie de dire, justement, pas forcément. En regard justement des compétences que chaque étudiant a, il va pas être égal avec son voisin par rapport à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle ou d'autres outils d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment important, effectivement, de pouvoir apporter toutes ces compétences qui sont à la fois des compétences numériques, mais aussi des compétences d'interaction avec les IA conversationnelles pour que, effectivement, chacun soit sur un pied d'égalité et qu'il y ait une réelle, ou en tout cas, une diminution de cette fracture qu'il peut y avoir entre les étudiants. Oui. Et je vais compléter avec un petit exemple. Voilà, moi, je me suis garé en face d'un bâtiment qui s'appelle chimie. Donc, j'imagine qu'il y a des études de chimie. Quand on forme des chimistes à l'heure actuelle, nous sommes en 2023, on leur apprend à faire un titrage à la main avec une burette, une picette et un petit récipient qui est un Erlenmeyer dans lequel on leur demande de faire leur titrage comme en fait, ils ne le feront plus jamais dans la vraie vie, puisqu'ils vont aller mettre leur petit échantillon dans un appareil qui va titrer tout seul, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on leur demande en fait de faire quand on leur demande de faire encore les titrages à l'ancienne? C'est de comprendre le mécanisme. Et de comprendre le mécanisme pourquoi? Pour alimenter un esprit critique qui leur permettra de voir à un moment donné si la machine, dans leur futur professionnel ou dans leur stage, fournit un résultat aberrant, de comprendre que, un, d'abord, c'est un résultat aberrant, deux, il y a peut-être un problème avec la machine, parce que je sais ce qu'elle est censée savoir faire, et donc je peux interpréter ce qu'elle me délivre après. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce que je veux qu'ils acquièrent réellement comme compétences et qu'est-ce que je veux certifier, et quelles sont les étapes alors intermédiaires qu'il faut maîtriser pour développer cet esprit critique et cette capacité d'interagir avec des machines qui sont déjà là dans plein de métiers. J'allais le proposer.
On va donner la parole à notre ami Arnaud parce qu'il il lève la main depuis un moment. Je suis sûr qu'il trépigne. Arnaud, on vous écoute. Alors, Arnaud ne trépigne pas. Arnaud est très intéressé par le débat et voilà, pas plus. En ce qui concerne l'aide à tous, oui, on s'est tous fait aider par papa, maman, cousin, cousine ou quoi ou qu'est-ce, et certains plus que d'autres, j'entends bien, mais ce n'est jamais papa, maman, cousin, cousine qui a rédigé tout le travail, alors que ChatGPT, lui, rédige tout le travail. Donc, oui, alors peut-être que certains, mais on parle encore une fois de cas très exceptionnels, et ce n'est clairement pas la majorité. Je veux bien qu'on référence ChatGPT dans son travail, sauf qu'encore une fois, la question c'est que ce seront les étudiants qui veulent passer au travers des mailles qui ne le feront pas. Et on n'a aucune manière de dire cela a été écrit par ChatGPT et ce n'est pas référencé. Alors que si jamais on va dans une étude scientifique et qu'on ne la référence pas, bah, il y a moyen d'aller trouver la source. D'autant plus que trouver le plagiat par ChatGPT, quand on demande aux intelligences artificielles de le faire, elles ne donnent jamais un résultat oui-non. C'est toujours un résultat par pourcentage. Et donc, s'entendre dire, il y a 37% de chances que le texte ait été écrit par une intelligence artificielle, c'est très bien, mais je fais quoi, moi, avec ça? Parce que il y a toujours un bénéfice du doute. Et bien évidemment, le bénéfice du doute doit aller à l'étudiant. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais réagir par rapport à l'intervenante précédente, c'est que en effet, ChatGPT invente parfois des sources, mais il n'y a pas que ChatGPT. SciPilot est une superbe intelligence artificielle qui n'invente pas de sources. Et donc, en combinant les intelligences artificielles, on peut arriver à quelque chose d'assez exceptionnel. La solution que nous avons trouvée dans notre université, se rapproche un peu de ce qu'a dit également l'intervenant précédente, où l'écrit compte pour un certain pourcentage. Avant, c'était 60% et l'oral 40%. Et on a décidé d'inverser ces chiffres-là et de dire que 40% de l'écrit et 60% de la note orale. Et dans la note orale, les questions-réponses à l'étudiant valaient pour 2 fois plus que n'importe quel autre item de la présentation orale. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui va permettre de nous assurer que l'étudiant a bel et bien réfléchi. Et encore une fois, le but n'est pas de produire 60 pages sur tel ou tel travail. C'est un peu ce qu'a dit l'intervenant précédent, c'est de comprendre pourquoi la machine réagit de telle manière, pourquoi est-ce que une introduction, une matériel et méthode, un résultat, une conclusion doit s'architecturer comme elle est, pour que l'étudiant puisse, lorsqu'il lira lui-même un article scientifique, décoder tous ces items. Merci. Je pense qu'à distance, il y a une personne qui levait la main pendant ce temps-là, mais qui l'a rebaissée. Donc, si cette personne voulait réagir spécifiquement à la dernière intervention, elle peut. Sinon, on reprend ici dans le public. Non. Bon, bah, allons dans le public. Par rapport à la question de la pondération orale et écrit, effectivement, c'est une solution, mais il reste quand même toujours le fait de la moyenne éventuellement. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi jouer sur le fait de mettre dans l'engagement pédagogique qu'il faut avoir réussi les deux parties. Ça ne garantit rien non plus par rapport à l'usage de ChatGPT ou de l'oral, mais en tout cas, bon, ça aide déjà à réguler certaines choses. Puis je pense qu'on a quand même donné aussi quelques possibilités de contrôle de l'usage de ChatGPT, ou d'une intelligence artificielle dans la rédaction. Il faut peut-être aussi changer la structure des mémoires avec des apports plus personnels, des traces. Tout dépend si c'est un mémoire plus théorique ou bien, je sais pas, moi, une monographie, des choses qu'on peut vraiment inventer, ou s'il y a vraiment des liens à faire, parce que comme dans la présentation de Laurent Glebert, on voit aussi qu'il y a toutes ces traces, tous ces liens à faire dans l'interprétation, par exemple, des données, s'il y a récolte des données, et là, pour faire interpréter les données, je crois qu'on n'est pas encore au top. Ou alors, on doit être, nous, humains, correcteurs, évaluateurs, quand même capables de dégager ce qui est correct ou pas. Hein. Voilà.
Alors, en fait, j'ai envie de rebondir et de compléter un peu aussi ce que Brigitte avançait, et c'est de dire quel est l'intérêt pour l'apprentissage ou pour un être humain de faire une compilation de savoirs morts. Autrement dit, d'emmagasiner toute une série de contenus, de faire un état de l'art et de le sortir. Enfin, ça s'appelle une encyclopédie. Hein, et donc, ça s'appelle une encyclopédie, voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir ces théories, de pouvoir les articuler avec un concept nouveau, avec une donnée, avec une étude de cas, avec une action, pouvoir faire des liens. Et faire des liens entre le corpus préexistant et ce qu'on observe, un casus, une étude de cas bien spécifique et autres, là, par contre, on commence à challenger sérieusement les intelligences artificielles. Parce que ça, elles ne seront pas actuellement capables d'aller vraiment faire ces liens de restituer du corpus. Bah oui, c'est facile, hein, les moines copistes, ils font ça depuis très longtemps aussi. Mais l'utiliser, ne pas être simplement dans de la connaissance pure, mais pouvoir la mobiliser et la mettre en œuvre, finalement, ce n'est jamais que revenir à la définition réelle de compétence. Hein. Était-ce le mot de la conclusion ou est-ce que d'autres personnes veulent encore intervenir? Encore une personne? Oui. Non, je voulais juste signaler aussi que c'est bien beau de se dire ben, on va revoir un petit peu les évaluations, etc. Mais il faudrait veiller à ne pas tout d'un coup augmenter le niveau taxonomique de ce qu'on demande aux étudiants. Voilà. Oui. Bien garder le lien avec les compétences, la concordance avec l'évaluation et les entraîner à ça aussi. Bon, c'est cette triple concordance entre compétences visées, on entraîne. Merci beaucoup. Eh bien, je ne sais pas si d'autres personnes veulent encore intervenir dans le chat. Eh bien, si c'est le cas, je vous remercie en tout cas toutes et tous pour votre participation, surtout les intervenants également, et grand merci à eux.